Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas, Lilian, Florian, Nora et Loris, étudiants pour la plupart en biologie, physique et chimie. Et aujourd'hui, on va parler d'alchimie, d'atomes, de vaccination et même d'éthologie. Et vous êtes dans Science Infuse et ça commence tout de suite. Il est 16h et on commence tout de suite avec Nora qui va nous parler du comportement animal. Et oui, bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu d'éthologie insolite. Alors l'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement animal. Elle permet de voir, par exemple, des similitudes entre les humains et d'autres animaux, mais elle reporte aussi des conduites assez étranges qui valent le coup d'être exposées. On commence avec les macaques de Barbarie qui vivent dans les massifs rocheux du Maroc et d'Algérie. Quand les mâles se disputent, ils se battent plus ou moins violemment. Mais une fois le combat terminé, ils doivent s'excuser pour maintenir leur statut social dans le groupe. Et disons qu'ils ont un moyen assez étrange de le faire. Puisque pour gagner la faveur du plus fort, le perdant va emprunter un bébé et le présenter au vainqueur. Et oui, donc il va délicatement aller chercher un bébé auprès d'une femelle du clan et le balader jusqu'à l'autre mâle. En le lui présentant, les deux singes vont claquer des dents, un peu comme les humains qui se sourient, et puis le calme va être rétabli. Le bébé ne sera pas blessé, mais la mère gardera quand même un œil sur les opérations. Enfin, quand tout est rentré dans l'ordre et que le perdant a bien présenté ses excuses, il rendra sa progéniture à la femelle et tout reprendra son cours. Un kidnapping d'excuses donc pour ces macaques. On continue avec le pika, ce petit rongeur dont le nom fait penser au fameux Pokémon, n'est-ce pas ? Donc le pika qui est vraiment très mignon, mais qui possède une manie de voleur. Il vit dans les Rocheuses canadiennes où le climat est assez rigoureux car l'été ne dure que 10 semaines. C'est pourquoi les pikas doivent stocker leur garde-manger. Un peu comme les écureuils par exemple, ils se déplacent régulièrement et cueillent des aliments pour les empiler. Ils peuvent faire 10 000 voyages en un été pour stocker jusqu'à 25 kg de nourriture. Tout cela est assez épuisant, alors vous vous doutez bien que certains trouvent un moyen plus facile de dégoter à manger. Et oui, il y en a qui n'hésitent pas à voler. Lorsque leurs congénères ont le dos tourné, certains pikas vont dérober dans leur stock. C'est assez déloyal, vous en conviendrez, sauf que parfois la roue tourne et les voleurs se voient subtiliser à leur butin par d'autres animaux, comme les bouquetins par exemple, qui ne se gênent pas pour se servir dans les réserves des petits rongeurs. Et oui, la vie est rude dans les montagnes. On continue avec d'autres comportements qui font penser aux humains, comme le fait que certains animaux se donnent des noms. Ou disons plutôt que certaines espèces émettent des sons très spécifiques permettant d'interpeller leurs congénères. Nous avons tout d'abord les dauphins, qui émettent des ultrasons spéciaux pour tel ou tel congénère afin de les appeler. Cela a été prouvé notamment par une étude américaine en 2013. Mais il n'y a pas que les dauphins qui savent communiquer comme ça. Le scientifique Carl Berg a permis d'observer le même comportement chez des oiseaux, des touis à croupions verts pour être précis, des sortes de perruches tropicales. Il avait remarqué que les individus étaient capables d'émettre des sons spécifiques pour interpeller leurs congénères, mais il ne savait pas si cela était un comportement inné ou acquis, c'est-à-dire si cela faisait partie des gènes des oiseaux ou s'ils l'apprenaient au cours de leur éducation. Du coup, il a fait une expérience. Il a échangé des œufs de différents nids pour connaître l'origine des types spécifiques de gazouillis qu'émettaient les oiseaux. Le résultat ont très fortement suggéré que tout cela était appris. Ce sont en fait les parents qui donnent au bébé, disons, un signal d'appel ou de contact spécifique, donc leur nom, et c'est ainsi que les petits apprennent à reconnaître les gazouillis émis par les adultes pour les identifier. J'ai une anecdote là-dessus, genre les corneilles. Il y a des corneilles, c'est dans les pays asiatiques, et les mâles réunissent tous les petits ensemble. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils leur apprennent les sons, les piaillements, tout ça. C'est génial. Oui. Eh ben, je savais pas, merci. Alors du coup, on va terminer avec un comportement assez troublant puisqu'il est très répandu chez nous les humains. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la transmission culturelle de chansons populaires. Alors je m'explique. Il s'agit d'une étude datant de 2011 qui a montré que des baleines à bosse du Pacifique Sud créaient des mélodies spécifiques qui se propagent ensuite à travers l'océan sous forme de vagues culturelles qui sont alors reproduites par d'autres baleines. Au cours de l'étude en question, qui s'est étalée sur 11 ans, les chercheurs ont observé 11 chansons distinctes, donc 11 hits inédits, chez ces baleines à bosse. Les chansons contenaient parfois des extraits de la chanson précédente, et parfois elles étaient complètement uniques. Il y avait une sorte de régionalisation des chansons avec des constantes et des variantes, mais globalement le thème restait le même. Petite précision tout de même, seuls les mâles chantaient car il s'agit d'une technique de séduction. Alors moi j'avais une question. Oui. Tu as dit que l'éthologie c'était donc l'étude du comportement animal et tu as dit qu'on comparait souvent au comportement humain. Moi je voulais savoir si les animaux qui ont des comportements entre guillemets humains, enfin ou qui ressemblent à des comportements humains, c'est des exceptions ou il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'on a surtout tendance à les comparer à nos comportements pour pouvoir les comprendre après. Bon après on peut tomber dans le piège de l'anthropomorphisme.
Donc je saurais pas quantifier, mais je pense que c'est dangereux quand même de dire c'est comme un comportement humain, parce que ça voudrait dire qu'on se place au-dessus de ces espèces et qu'on compare leur intelligence entre guillemets via notre critère d'intelligence. Parce qu'au final, tous les animaux, enfin c'est pas l'espèce entière qui a les mêmes habitudes. Au final, c'est comme comme les humains, on va dire. Oui. Enfin plutôt, les humains sont clairement des animaux dans le sens où chaque individu a ses réactions. Oui. Mais par exemple, je sais pas, donner un exemple, on a pris l'habitude de manger à midi. Exemple, ça c'est un comportement en général, mais on a aussi d'autres comportements qui sont plus personnels, et c'est exactement pareil pour les animaux. Et ça en plus, comme l'exemple que tu as donné, c'est typiquement culturel, puisque chez nous en France, ok, on a ce standard de midi, mais dans d'autres pays, c'est un autre standard. Du coup, est-ce que tous les animaux, enfin toutes les espèces ont leur comportement propre, ou est-ce qu'il y a des espèces où ils ont tous le même comportement? Je sais pas, par exemple les moutons. On dit être un mouton, c'est suivre la masse, mais du coup. Je pense qu'il y a une sorte de, il y a la partie gène qui fait que l'espèce a ce même comportement ou instinct, donc il va avoir ce même comportement, et il y a après des individus qui vont avoir un comportement différent vis-à-vis de leur expérience et de leur environnement qu'ils ont développé comme ça au fur et à mesure. Ou est-ce qu'on peut se demander, est-ce que les animaux au final n'ont pas leur propre culture à chaque fois? Exactement. On va faire tout de suite une petite pause avec Rivalson, et on retrouve juste après Loris qui va nous parler d'alchimie. À tout de suite. Bonjour, rebonjour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous venons d'écouter Nora qui nous a parlé du comportement animal, et maintenant nous écoutons Loris nous parler d'alchimie. Alors bonjour tout le monde. Alors oui, on entend beaucoup parler d'alchimie aujourd'hui, donc dans l'univers de la science-fiction, dans les films, dans les jeux, certains mangas bien connus. Mais au final, ça veut dire quoi? C'est quoi de l'alchimie? Et est-ce que ça a vraiment existé? Alors tout de suite je peux répondre oui, l'alchimie a bien existé, et jusqu'à il y a quelques siècles, et ça remonte très loin, vu qu'on estime l'apparition de l'alchimie à l'Antiquité gréco-romaine. Donc le fondateur légendaire et le personnage mythique d'Hermès Trismégiste, c'était une divinité commune des Grecs et des Égyptiens, donc à qui on attribue beaucoup d'écrits, donc c'était un peu le dieu, le défenseur de l'astrologie et de l'alchimie. Et ça remonte quand même à très loin. Bon, à l'époque c'est plus un courant philosophique de pensée, c'était moins d'expérience. Donc elle a connu beaucoup d'avancées au 8e siècle en Orient, grâce notamment à l'alchimiste arabe Jabir ibn Hayyan, qu'on appelait Geber, à qui on doit la découverte notamment de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique, qu'on appelait le vitriol, et de l'orégal, si quelqu'un sait ce que c'est. Oui, c'est une solution, ça peut dissoudre de l'or, je crois. C'est ça. C'est tellement puissant que ça peut dissoudre, je sais pas si c'est le mot, mais attaquer l'or. Oui, c'est ça, dissoudre, oui, carrément. Les métaux nobles comme l'or ou le platine. Mais il faut préciser aussi que l'or, c'est quelque chose de très résistant aussi. Oui, en fait, il y a différentes classifications de métaux. Il y a les métaux non nobles qui s'oxydent, donc qui ont la corrosion. Il y a les métaux nobles comme l'or ou le platine qui sont insensibles à la corrosion. Donc ils sont très durs à dissoudre. Ils peuvent pas rouiller, quoi. Voilà. Ouais. Et on lui attribue aussi la découverte d'éléments comme l'antimone ou l'arsenic. Et grâce à ça, l'alchimie s'est beaucoup répandue après en Occident, pendant le Moyen-Âge. Et après, c'est devenu très célèbre pendant la Renaissance grâce au fameux mythe de Nicolas Flamel, donc, qui aurait soi-disant découvert la pierre philosophale, car tout le monde enviait sa fortune et sa longue existence, qu'il a quand même vécu jusqu'à 78 ans, alors qu'on était au 15e siècle. Ça servait à quoi du coup la pierre philosophale, selon les rumeurs? Je vais en venir juste après. Alors déjà une petite question, vrai ou faux? Nicolas Flamel n'a jamais fait d'alchimie de sa vie. Donc celui qui aurait découvert... La pierre philosophale. Oui. Je dirais oui, parce que tu poses la question. Ouais, moi je dirais vrai quand même. Ouais. Elle est vraie. Sinon ce serait trop louche. Oui. Et c'est vrai. En fait, Nicolas Flamel, c'était juste un bourgeois français. Donc c'était un écrivain public aussi qui a beaucoup écrit, qui était assez connu. Mais en fait, c'est vu qu'il était juste riche, il gérait bien son argent et qu'il a vécu longtemps avec son épouse, il a vécu une vie heureuse, tout le monde pensait qu'il avait fait de la magie noire, qu'il avait trouvé la pierre philosophale, et il y a beaucoup de mythes sur lui juste pour ça. Du coup, tu veux dire que le personnage qu'on voit dans la saga Harry Potter, c'est totalement des bêtises? Oui. Il a vraiment existé, mais c'était juste un bourgeois, connu. Mais, petite anecdote, par contre, Newton a beaucoup fait d'alchimie. Sérieux? Newton, oui, pendant très longtemps, il a même bien géré autant qu'il a travaillé sur l'optique, il a vraiment bien... Mais genre, en fait, c'est quoi la différence? Tu vas peut-être le dire, mais c'est quoi la différence entre l'alchimie et la chimie? Oui, je vais y venir après. Mais juste avant, tu peux faire un rappel sur qui est Newton?
Alors, Isaac Newton était un scientifique donc beaucoup plus physicien quand même, du C'est du 17e. XVIIe siècle, oui, il me semble. Donc c'est celui qui a inventé les fameuses lois de Newton sur la gravitation. En gros, c'est le père de la physique moderne. Voilà. Sans lui, on aurait beaucoup perdu. Et donc au XVIIIe siècle, l'alchimie a totalement disparu grâce au passage à la chimie moderne, grâce à Antoine Lavoisier, donc le chimiste français. Et donc l'alchimie, il y a toujours eu quelques alchimistes après au 19e, 20e, mais c'est beaucoup plus, c'est considéré comme une science révolue, et maintenant, ça avait la réputation d'une science occulte, spirituelle, comme on a un peu aujourd'hui l'alchimie. Mais même si c'était une science un peu approximative, balbutiante, car longtemps basée sur la théorie des 4 éléments, donc puis de l'éther, et aussi sur celle des 3 principes paracelsiens, donc comme quoi toutes les réactions... À tes souhaits. Alors c'était une théorie comme quoi toutes les réactions étaient régies par le soufre, le mercure et le sel. En fait c'était 3 éléments, un peu au hasard. Genre que la combustion c'était le soufre, la digestion c'était le sel. Voilà, c'était un peu approximatif. Mais elle a apporté quand même beaucoup de découvertes, donc comme les acides que j'ai dit. Des éléments, on a découvert l'antimoine, le phosphore aussi. Et elle a influencé le développement de la technique de la science en général, vu que c'est comme ça qu'on a appris la technique scientifique, de toujours observer avant de conclure, tout ça. Mais pour vous, alors, qu'est-ce que l'alchimie, à votre avis ? Moi, je dirais que c'est la science des mélanges et des transformations. Ouais, il y a un peu une partie d'occulte qu'on peut transformer, enfin pas transformer, mais créer justement des choses avec l'alchimie. Mais peut-être sans vraiment comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire. La définition la plus propre de l'alchimie, c'est une discipline qui peut se définir comme l'ensemble des pratiques en rapport avec la transmutation des métaux. Donc oui, on parle de transmutation des métaux ou de transmutation des éléments en général. Donc transformer un élément en un autre. Et donc l'objectif principal de l'alchimie, c'est la réalisation de la pierre philosophale, ce qu'on appelle le grand œuvre. Ça, c'est la réalisation de la pierre, c'est le principal objectif de l'alchimie. Genre ce qu'on dit sur l'alchimie, donc faire des potions par exemple ou quelque chose comme ça, c'est vraiment que de la science-fiction ça. Et donc il y aurait 2 utilisations majeures de cette découverte, donc la transmutation des métaux, littéralement transformer le plomb, donc les métaux un peu usuels, en métaux nobles comme l'argent ou l'or, et la recherche d'une médecine universelle, la prolongation de la vie via un élixir de vie, on pourrait faire. Alors spoiler alerte, la vie éternelle c'est impossible à obtenir, même en général avoir la pierre philosophale. Alors un fun fact, oui, c'est en 1605, un duc d'Estrée, donc franc à Paris, remet aux moines de la Chartreuse, donc une église connue à Paris, donc qui est aujourd'hui au jardin du Luxembourg, je crois, un manuscrit qui révélerait la formule d'un élixir de longue vie dont nul ne connaît l'origine. Et c'est de là que vient la recette de la Chartreuse, une liqueur assez répandue qu'on connaît à Grenoble, la région de Grenoble et de Chambéry. Voilà. Alors, mais ma question aujourd'hui est, donc la vie éternelle c'est impossible, mais est-il possible de transformer le plomb en or avec les techniques scientifiques actuelles ? À votre avis ? Et comment on pourrait faire ? Je pense que c'est possible, mais ça doit coûter super cher. En énergie déjà. Ouais, et aussi. en ressources. Je sais pas. Ouais, vu que c'est pas les mêmes. Au final, tu serais perdant, je pense, sur le rapport dépenses et Ouais. ce que tu gagnes au final. Enfin, oui et non, c'est possible, mais c'est très difficile à obtenir. Donc, c'est possible grâce à un appareil qu'on appelle un accélérateur de particules. Donc, très brièvement, c'est un tube où on envoie des particules à grande vitesse se cogner les unes contre les autres. Donc, ce qui permet à des atomes de devenir plus petits. Donc, par exemple, de passer du plomb à l'or. Mais c'est quelque chose en fait de très compliqué et les probabilités d'avoir pile le bon atome est très faible. Ouais, c'est très cher pour ce que ça apporterait en fait. Voilà. En fait, il faudrait le faire marcher pendant des heures, voire des journées, pour pouvoir obtenir, parce qu'il y a une probabilité, genre peut-être 1% d'avoir vraiment l'or. Mais par contre, l'utilisation de l'appareil a un coût, donc qui est de quelques milliers d'euros par heure. Ainsi, il vaut beaucoup mieux se rendre directement chez son bijoutier où l'or est finalement pas si cher que ça. Bah super Loris, merci. Du coup, on va faire une petite pause avec Cage the Elephant et après on aura Florian, qui va essayer d'approfondir un peu tout ça. A tout de suite. Bonjour, vous êtes sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, nous allons écouter Florian qui va nous parler de quoi déjà ? De l'histoire des atomes. Merci, et juste après on trouvera Lilian qui va nous parler de vaccination et Flo, on t'écoute. Alors, tout ce que je veux dire, ça va rejoindre un petit peu la chronique de Loris, parce que c'est grossièrement le même sujet. Donc déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un atome ?
quelque chose de petit. C'est Ouais. la plus petite particule qui peut définir ce qu'on est. Ok. D'accord. Alors, C'est des petits éléments qui composent un peu tout ce qui nous entoure. Compose la matière. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, la définition d'un atome, c'est la plus petite brique élémentaire. Ce qui veut dire que c'est le plus petit objet à partir duquel on peut faire des plus gros objets. Donc, des molécules, des cellules et grossièrement tout ce qu'on peut toucher est fait d'atomes. Donc, à l'intérieur d'un atome, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un noyau. Donc le noyau il est constitué de deux types de particules. Il y en a une qui est chargée positivement, qui est électriquement positif, et l'autre qui est neutre. Et tout ça, ça forme le noyau. Et ce noyau il est entouré par des électrons. Des électrons, c'est des particules encore plus petites qui voyagent autour, un petit peu comme le Soleil et les planètes qui voyagent autour, et qui sont chargées négativement. Et donc en fait, genre il y a dans un atome, il y a autant de moins que de plus. Ce qui fait que Qu'il soit neutre. Faut qu'il soit neutre. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce que je viens de vous dire, c'est en partie faux, parce que le modèle planétaire, donc du Soleil avec les petits électrons qui voguent autour, c'est une vision un petit peu très simplifiée de la réalité. En fait, ça fait beaucoup appel à des probabilités, et que les électrons, en fait, c'est pas juste sur des orbites circulaires qui voyagent, mais plus genre en 3D quoi. Ils sont pas censés apparaître un peu au hasard? Alors, on sait jamais vraiment où ils sont. Sans rentrer dans les détails, il y a des en fait, c'est plus un nuage qu'une orbite. Et en gros, il y a des endroits dans ce nuage où ils sont plus probables d'apparaître. Et enfin de passer. En gros. C'est un nuage concentré vers le noyau, quoi. Ouais, c'est Mais ça. Quelque chose que je comprends pas, c'est genre ils se déplacent très très vite. Ouais. C'est qu'ils. Ils sont très petits et ils se déplacent vite. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, et bah justement, en fait, ils sont tellement petits que c'est paradoxal, mais un atome, c'est composé à 99% de vide, en fait. Ouais. On estime que si le noyau il faisait la taille d'une orange, donc en gros 10 cm, les électrons ils seraient à 10 km. Wow. 10 km plus loin. On Et- serait tous composés de vide. Et tout le reste de ces 10 cm jusqu'à 10 km, ce serait composé de vide. Je crois que j'avais un ordre de grandeur si le noyau c'était une tête d'épingle qu'on planterait au milieu d'un stade, genre l'atome entier serait le Stade de France. Enfin, c'est vraiment, les proportions elles sont vraiment énormes. Mais ça a pas toujours été comme ça. En fait, on va remonter à la Grèce antique où il y a deux théories qui ont été émises parce que les Grecs c'est des grands penseurs et ils voulaient savoir de quoi on est fait en fait. Et donc il y a deux théories qui sont sorties. Il y a la première qui est la théorie d'Aristote. Donc Aristote il est bien connu, c'est un philosophe et scientifique qui a publié beaucoup de choses. Donc Aristote il propose une théorie sur les éléments. Ce qu'il dit c'est que tous les éléments sont faits d'un mélange de feu, d'eau, d'air et de terre, plus ou moins, les pourcentages peuvent varier et tout. Et que, en gros, toute la matière, elle baignerait dans un cinquième élément, ou la quintessence, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, qui va appeler l'éther. Et après lui, sa théorie, elle a été reprise pendant très longtemps, donc surtout pendant le Moyen-Âge. Je pense que ça doit rejoindre peut-être l'alchimie. Je sais pas s'il croyait en l'éther, mais c'est dans le Moyen-Âge, c'était très fort. Ça a fait partie, oui, au début. Et même plus tard, où il y a de très très grands scientifiques, comme Newton ou René Descartes, qui ont cru à la théorie de l'éther. Donc ça, c'est la première théorie. La deuxième, c'est la théorie atomique, proposée par Démocrite. Donc lui dit, en gros, si je prends une pomme et un couteau, je pourrais couper ma pomme en deux. Je la recoupe en deux, je la recoupe en deux, je la recoupe en deux. Sauf qu'à un moment, va y avoir un moment où je pourrais plus la couper en deux. Et ce moment, c'est où la pomme, elle sera insécable. Donc insécable, atomos en grec. Donc c'est là que vient le mot C'est mot atome. Voilà. Maintenant, on se retrouve au siècle des Lumières avec Antoine Lavoisier, justement, qui est un petit peu le père, tu l'as dit, de la chimie moderne. Oui. Voilà, c'est ça. Et en gros, lui, il va démonter la théorie. La théorie de l'éther. Parce qu'il dit que c'est fait à partir des 4 éléments qu'on connaît tous. Mais l'air, il l'a décomposé en hydrogène et en oxygène. Pardon, c'est l'eau, pardon. Parce que l'eau c'est H2O, donc il a pu le décomposer comme ça. L'air pareil, il l'a décomposé, et en fait au fur et à mesure il s'en rendait compte que tous ces éléments étaient constitués d'éléments plus petits, donc toute la théorie était fausse. Mais je crois que Lavoisier a quand même gardé des éléments, je crois qu'il considérait la lumière comme un élément encore, il y avait deux trucs. Ouais, il y a eu beaucoup de... tout ne s'est pas fait en un jour en gros. Oui, Et en gros, la vraie révolution qu'il y a eu, c'était au milieu du 19e, c'est un russe qui s'appelle Mendeleïev qui a conçu un tableau périodique. Donc c'est un tableau dans lequel il a regroupé
tous les atomes qu'on connaissait avec toutes leurs propriétés. Le problème, en fait, il y a eu beaucoup de controverses parce que, en fait, son tableau, il était partiellement vide. Parce que à l'époque, on connaissait pas autant d'atomes que maintenant. Et en fait, il s'est donné raison en disant, bah, en fait, il est vide parce qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'il y avait dedans. Mais mon tableau, il est juste. Et ça fait écho à la chronique de Loris de la semaine passée, si je dis. Exactement. Donc maintenant, j'ai une petite question pour finir. Est-ce que vous savez combien on connaît d'atomes ? Alors, vu qu'il y a Loris dans le Attends, Loris ne répond pas. Allez, je vous donne une marge de 10 atomes. 150. Oui, si je me souviens bien de sa chronique, c'était pas quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. On va voir s'ils ont bien écouté ta chronique. 118. Il y en a qui a révisé. Moi j'aurais dit une 130 à peu près. Nico, t'as raison. C'était 118 éléments. Sachant que, en gros, dans ces 118, il y a des éléments qu'on a créés nous-mêmes qui sont artificiels. Mais la plupart sont naturels. Les 150, ce que j'ai dit, ce serait théoriquement l'atome le plus gros qu'on pourrait créer en fait. Parce que sinon ça s'effondrerait. Mais après, ça mettrait trop de moyens, genre ce serait Oui. trop cher. Merci Flo, on va tout de suite se faire une pause avec le groupe Shake Shake Go, avec leur titre Dinosaur, et on se retrouve juste après pour parler avec Lilian de vaccination. Bonjour, vous êtes bien sûr Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Lilian qui va nous parler de vaccination, et après cette fameuse chronique, nous écouterons Nico nous parler de super-héros, de science et de films. À toi Lilian. Merci. Alors, pour vous parler de vaccination, il faut déjà que je vous parle un petit peu de réaction immunitaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Alors, c'est quand t'as une réaction immunitaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand t'as un corps étranger, une molécule étrangère, qui rentre dans ton corps, et t'as un système de défense qui va s'y attaquer pour l'éliminer. Voilà, c'est ça. En fait, les réactions immunitaires, c'est l'ensemble des réactions qui vont permettre à notre organisme de se défendre. Donc du coup, il y en a deux types. Il y a l'immunité innée, donc qu'on a depuis notre naissance, comme son nom l'indique. Pour faire simple, l'immunité innée, c'est les globules blancs qui mangent les microbes pour nous protéger, parce que du coup... C'est ce qu'on voit dans Il était une fois la vie. Voilà, Oui. c'est ça. Et sinon, il y a un autre type d'immunité qui est plus impliqué dans les... C'est celle qui est impliquée en fait dans la vaccination. C'est l'immunité acquise. Et c'est donc surtout de celle-là qu'on va parler. Prenons un cas simple, on se coupe avec une feuille de papier par exemple. Il va y avoir des organismes des microbes qui vont rentrer dans la plaie. Déjà, les microbes, ils vont se sentir bien parce qu'il fait chaud, il y a à manger et il y a de l'eau. Donc du coup, c'est un petit peu all inclusive. Et du coup, ils vont se reproduire et ils vont se multiplier. Et du coup, leur nombre va grandir et nous, on n'aime pas trop quand il y a des squatteurs chez nous. Et du coup, il y a deux types de réactions qui vont se mettre en place. Soit ils vont être rapidement éliminés par les défenses. les globules blancs qui vont les manger. Soit ils vont pas être facilement éliminés. Et là, il va y avoir un deuxième type de réaction qui va se produire. C'est-à-dire qu'en renfort de nos globules blancs qui les mangent, il y a d'autres cellules particulières qu'on appelle les lymphocytes B qui vont reconnaître spécifiquement une partie des microbes. Et à partir du moment où en fait va y avoir la reconnaissance, le lymphocyte B il va se diviser et va y avoir une partie qui va sécréter des anticorps. Les anticorps en fait c'est des molécules qui vont s'accrocher justement à la partie qui a été repérée et ils vont entre guillemets menotter les microbes entre eux et du coup ça va faciliter le travail des globules blancs qui les mangent. Ouais, en fait, ça va les bloquer, comme ça, les globules blancs vont au final Voilà, c'est ça. les tuer. C'est ça. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à des parties des micro-organismes, de l'espèce ou du genre de micro-organisme. Si je dis pas de bêtises, il y a un anticorps pour un antigène. Chaque anticorps est très spécifique d'une région particulière d'un micro-organisme. C'est un D'accord. petit peu l'empreinte coup- digitale de l'organisme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'avais pris comme parallèle un petit peu vous voyez les petits gugus en Lego, les petits Lego. Oui. Eh ben, admettons, ça c'est notre microbe. Et ben notre lymphocyte, il va repérer par exemple le petit cylindre qu'il a sur la tête et il va dire tiens ça c'est un gugus Playmobil et du coup ça a rien à faire là.
Et du coup, il va sécréter plein d'anticorps qui vont tous les menotter ensemble par le petit bout sur la tête. Et après, il y a les autres cellules les autres globules blancs qui vont arriver et qui vont les manger. Ça fait une image très drôle quand même, avec les Lego. Alors, maintenant, vous allez me dire quel rapport avec la vaccination. Je vous ai dit qu'il y avait une partie des lymphocytes qui allait s'attaquer et menotter les microbes. Et l'autre partie, en fait, elle va rester dans le corps, elle va partir, ça va rester une mémoire. Et en fait, quand ils vont continuer à se balader dans le corps, et du coup, ils vont plus facilement re-rencontrer le microbe s'ils re-rentrent dans le... En fait, ils sont plus nombreux dans le corps. Du coup, il y a plus de probabilité que s'il y a le même microbe qui re-rentre, qu'il soit tout de suite là pour aider les autres globules blancs qui galéraient un peu au début. Et donc, du coup, ils seront plus vite menottés et plus vite mangés et plus vite éliminés. Tu sais à peu près combien on en a de différents? Parce que ça doit être immense. Il y a je sais pas le chiffre exact, mais c'est assez impressionnant. Et il y a des tas de mécanismes et c'est assez complexe, le système de reconnaissance. Et du coup, on n'en parlera pas. Voilà. Peut-être dans une future chronique. Peut-être dans une future chronique. Du coup, le principe du vaccin, c'est qu'on va donner des micro-organismes affaiblis ou morts on va les injecter en fait. Ils vont être reconnus par ces cellules spécifiques. Et après, du coup, on aura plein de mémoire. Et si on se fait vraiment infecter par le microbe, et ben notre corps il réagira plus vite et on arrivera mieux à se défendre. Alors du coup, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qu'on met dans un vaccin? Si on connaît la réponse tout de suite, on répond ou pas? Oui, allez. Alors, Moi je pense qu'on met la maladie contre laquelle on veut se protéger, mais en dilué des dizaines et des dizaines de fois. Moi je pense la maladie, soit des virus, soit des microbes, mais déjà morts, je crois. Ouais, faut que ce soit Affaibli. quand même un petit peu en vie. je suis pas sûr qu'il soit en vie. Je crois que c'est juste limite juste des particules qui sont reconnaissables par les anticorps. Alors, ok. Alors vous avez tous plus ou moins juste. Alors, sauf Florian malheureusement. Justement, le truc c'est que s'il y avait juste les lymphocytes, donc les cellules qui reconnaissent, on n'aurait besoin que de mettre des particules. Sauf que si on fait ça, les autres globules blancs ils vont direct les manger. Et du coup, on n'aura pas de défense pour plus tard. Ils pourront pas les reconnaître vu qu'ils sont déjà éliminés. Alors oui, c'est des microbes qui sont affaiblis. Donc soit ils ont déjà commencé à être attaqués un petit peu, ou alors on les a fait un petit peu chauffer. Ils sont pas dans le top de leur forme. Ils sont un petit peu mal en point. Ils vont quand même pouvoir se diviser, mais ça va être beaucoup moins rapide que s'ils étaient en pleine forme. Alors, petite anecdote, avant, en milieu 19e siècle à peu près, fin 19e siècle, on utilisait pour faire les vaccins, par exemple pour la vérole, on inoculait le vaccin, et après pour récupérer un nouveau vaccin, on prenait dans des pustules en fait les microbes qui étaient affaiblis parce que la personne vaccinée elle s'était défendue. Et du coup, t'as réintroduit dans le... Ouais, il faisait un vaccin avec. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on appelait ça la vaccination de bras à bras, parce qu'on prenait dans le bras de quelqu'un pour remettre dans le... Eh ben, j'espère que nos auditeurs ne sont pas en train de manger actuellement. Il est 16h, ça va. C'est l'heure de goûter. Ouais. Mais on met pas seulement ça dans un vaccin, on met un solvant pour pouvoir l'injecter. Et on met aussi des agents qui vont stimuler la réaction immunitaire. Et parmi ces agents, il y a par exemple des sels d'aluminium ou de l'huile de requin qui sont Très controversé du coup. ouais, très controversés parce qu'ils sont pas très très bons à la santé. L'aluminium est un peu toxique et l'huile de requin, on peut se Au niveau douter de que l'éthique, c'est moyen. C'est pas très éthique, voilà. On peut se poser la question si est-ce que finalement c'est bien de se faire vacciner ou pas. Personnellement, entre avoir un petit peu d'aluminium de temps en temps dans mon corps et éviter des maladies graves, non seulement pour moi, mais aussi éviter que je les transmette. Puis il faut savoir que Le choix l'aluminium est fait. c'est pas pour tous, non? Ouais, C'est non, vraiment c'est pas- quelques cas c'est pas particuliers. pour tous. Et je crois que c'est des vieux en fait. Oui, il y a d'autres aussi, il y a d'autres moyens, mais il y a de toute façon des agents qui vont stimuler la réaction immunitaire, par exemple les sels d'aluminium, mais ils sont pas tous dangereux. Et de toute façon, Voilà. c'est une question globale, la vaccination, parce qu'il faut un certain taux, un certain pourcentage de vaccination dans la population pour protéger tout le monde. Pour protéger tout le monde, oui, parce que en Pas fait, que penser à soi-même. Quoi. se vacciner, c'est pas se protéger
que soi, c'est protéger aussi les autres pour éviter de transmettre la maladie. Et voilà. Parce que même si quelqu'un est vacciné, elle peut quand même attraper la maladie d'une personne qui n'est pas vaccinée. Oui. Donc ça peut devenir très dangereux. Il peut comme devenir porteur sain, ça. Eh ben merci Lilian. On va retrouver juste après la pause Nicolas qui va nous parler de super-héros, de science et de cinéma. En attendant, on fait une pause avec The War and Treaty avec leur titre Down the River. A tout de suite. Bonjour ou rebonjour, vous êtes bien sur Fadjet dans l'émission de vulgarisation scientifique Science Infuse. Nous sommes malheureusement déjà dans la dernière partie de l'émission où nous allons écouter Nicolas nous parler de science, de super-héros et de films. Et oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme Corentin l'a dit, des super-héros parce que je n'avais pas encore abordé ce type de film avec vous. Alors du coup, même si vous n'êtes pas familier du genre, je pense que si je vous dis Superman, Wolverine ou Spider-Man, ces noms sonnent assez familiers à votre oreille. Alors bon, je sais, vous allez me dire, oui mais Nico, tu sais, on regarde des films, c'est pour se détendre, pour voir les effets spéciaux et les combats, c'est pas pour l'aspect scientifique. Alors Oui. c'est vrai, Complètement. mais ce à quoi je vous répondrai, que moi aussi je suis plutôt fan de ce genre de film, mais quand même dans pas mal de films de super-héros, on va vous parler d'évolution de l'espèce humaine, de nouvelles technologies et de sciences ultra développées. Donc je pense que des petites incohérences, ça peut quand même se noter. Si on est un vrai scientifique, ça peut nous C'est ça. titiller. Alors du coup, avant de commencer, j'avais une petite question pour vous, une petite question personnelle, c'est si vous aviez un super pouvoir, ça serait quoi ? Vous aimeriez bien avoir quoi ? La téléportation. Ouais, la téléportation. Ouais. Direct. Ou non, attends. Oh, je sais pas. Moi, je pense que ce serait la manipulation du temps. Et- Ah, Ouais, je ah, crois que je suis plus sur le temps. Ouais, non, ouais, non, parce que alors moi j'ai vu trop de films pour savoir que la manipulation du temps, ça, C'est pas une bonne idée. voilà. Mais ouais, je dirais soit la téléportation, soit genre la super vitesse ou un truc comme ça. Moi, je préférais quelque chose d'un peu psychique, genre lire dans les pensées ou quelque chose comme ça. Ouais, mais par choix, pas entendre Par tout choix, le temps oui. les pensées de tout le monde. Oui, par choix. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, moi aussi, ce serait plus téléportation ou pourquoi pas être invisible, des choses comme ça. Mais donc du coup, la téléportation et le voyage dans le temps, j'en parlerai pas parce que il y a quand même beaucoup d'autres films qui abordent ces thématiques et j'aurai, je pense, le temps de les aborder plus tard. Je pense à Retour vers le futur ou des choses comme ça. Et le premier pouvoir dont je vais parler, c'est l'intangibilité. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Parce que ça fait un gros terme un peu complexe. Pas du tout. Quelqu'un peut l'expliquer ? Genre on peut traverser les murs, tout ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou oui, ou aussi passe-muraille. Ça a d'autres noms. Donc il y a certains personnages, notamment dans les X-Men pour les connaisseurs, qui ont ce pouvoir. Alors en fait, ça me pose un problème. Parce que pourquoi est-ce qu'on peut passer à travers les murs, mais qu'on passe pas au travers du sol ? Ah oui, je me suis toujours posé la question. Mais moi je me suis dit que genre ils rendaient tout leur corps intangible, sauf La base sauf des pieds. sauf leur semelle, ouais. Ouais, alors en fait, c'est ce que je me suis dit aussi. Sauf que je me suis dit, mais imagine, tu fais une demi-seconde d'inattention, et bam, tu traverses le sol, et du coup, tu te retrouves... là, il y a deux théories. Soit on rejoint un peu les théories de physique, c'est-à-dire qu'on est quand même soumis aux forces de gravité, et dans ce cas, on se retrouve au centre de la Terre, et après, on peut plus bouger, parce que si on se rend tangible, on se retrouve bloqué dans le sol, et on meurt étouffé. Soit si on est intangible, on devient insensible au-delà de la gravité, et dans ce cas, en Bah, tu quelques voles. secondes, on se retrouve en dehors de la Terre, parce qu'il faut savoir que la Terre se déplace autour du Soleil. Et du coup, on se retrouverait dans l'espace. Grâce à la gravité, ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu sais, les personnes intangibles, comment ils ont encore leurs vêtements sur eux ? Ouah, trop de questions. C'est ça. Après, il y a Oui. des petites choses, genre qu'il a une petite aura autour de lui qui permet de rendre Voilà, intangible. comme si tu veux si tu veux te TP, enfin te téléporter, tu vas téléporter tes vêtements avec toi ou Oui. ton sac à dos, tu vois. Mais il y en a qui le font pas. Regarde, par exemple, dans les Terminator, il est revenu sur Schwarzenegger. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Donc ça, c'était pour l'intangibilité. Maintenant, mon deuxième super pouvoir qui me pose un peu problème, c'est l'invisibilité. Alors l'invisibilité, pourquoi ? Parce que pour se rendre invisible, il y a plusieurs manières, plus ou moins supposées, mais la plus courante, c'est celle qui consiste en fait ne plus du tout réfléchir à la lumière. Donc c'est-à-dire que les rayons lumineux vont nous traverser comme si on était une vitre en fait, et nous rendre totalement invisibles. Et du coup, est-ce que quelqu'un voit le problème que ça soulève ou pas ? Non, tant pis. Alors du coup, le problème que ça soulève, c'est au niveau de vos yeux. Parce que si vos yeux, et donc le fond de vos yeux, est donc une zone qui s'appelle la rétine, qui va faire l'image dans votre cerveau, ne reçoit plus de lumière, donc la laisse passer, ça veut dire que pendant que vous êtes invisible, vous êtes totalement aveugle. Et du coup, ça aussi, c'est un problème qui est pas un problème.
quelque chose qui n'est pas logique, on va dire, dans ce pouvoir d'invisibilité, c'est qu'en général, les gens qui se rendent invisibles voient parfaitement. Ça fait un peu pouvoir inutile en fait. C'est ça, bah après si t'es invisible, ok, personne te voit, mais toi tu vois personne. Du coup, le troisième et dernier pouvoir que je vais aborder aujourd'hui, c'est le pouvoir de la super vitesse. Donc je suppose que vous connaissez Flash, donc soit dans la série, soit dans les films d'ici. Ou alors Quicksilver que vous avez vu dans les X-Men, donc celui qui arrête un petit peu le temps, qui court au ralenti Avec sur des une scènes musique, super bien. c'est ça. Et aussi le même Quicksilver dans le MCU, donc dans Avengers, celui qui à la fin du 2, on dira, je ne spoilerai pas. Et voilà, et du coup il faut savoir que Quicksilver c'est la même personne dans les comics. Donc du coup quel est mon problème avec ce super pouvoir de super vitesse ? C'est que ils se déplacent quand même assez vite, on est d'accord pour dire qu'ils peuvent se déplacer facilement à plus de 100 km/h, et d'un coup, paf, ils s'arrêtent, sans avoir besoin de ralentir et tout. Alors du coup, on vous a peut-être dit, pour la sécurité routière, oui, il faut mettre votre ceinture, parce que si la voiture elle a un accident, vous passez à travers le pare-brise, mais si la vitesse elle est trop élevée, les zones de votre corps qui sont abîmées, ça va être les organes internes. Donc là, pourquoi les organes internes de Flash et de Quicksilver ils ne prennent rien alors qu'ils font que de taper des gros sprints et de s'arrêter. Ouais, en gros, ils vont se charger en beaucoup d'énergie. Et comme ils vont s'arrêter d'un coup, l'énergie, elle sera toujours lancée. Donc il faudra bien qu'elle parte. Et du coup, ça devrait se répertorier sur leurs organes, au final. C'est ça. Alors même si on dit que leur corps est super résistant, et que du coup, eux, ils sont habitués, bon, ça ok, pourquoi pas, ça peut être une explication comme une autre. Mais pourquoi les personnes qui sont amenées à transporter ne prennent rien ? Ouais. Parce que ok, ils posent la petite main sur la nuque pour pas Oui, qu'ils mais se fassent le coup du Mais il y a lapin. un du débat, lapin, ouais. il y a déjà un débat pour Superman là-dessus dans les vieux Superman, quand Lois elle est lancée du haut de je sais plus quelle tour et qu'il la récupère en allant super vite alors qu'elle tombe. Ouais, il l'a transpercé. Da- Techniquement oui, Lois devrait finir en 3 morceaux quoi. Oui, c'est vrai qu'aussi, c'est une incohérence un petit peu avec la vitesse. Donc du coup, j'ai pris que ces 3 pouvoirs aujourd'hui. Bon, il y en a d'autres. Il y en a que j'ai pas mis exprès, donc je vous ai dit la téléportation, le voyage dans le temps. Il y a une petite mention spéciale aussi avec la vitesse, c'était pour la super force, qui rend pas forcément invincible. C'est pas parce que vous avez une super force que vous pouvez casser un mur à main nue, vos os se brisent toujours. Sauf si c'est précisé que vous êtes aussi super résistant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à dans 2 semaines. Eh ben super, merci Nico. Donc c'est malheureusement déjà la fin de l'émission, on se retrouve dans 2 semaines. Vous pouvez, si jamais vous êtes impatient, vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube, nous suivre sur Facebook et Instagram, et on vous dit tous à la prochaine. À la À la prochaine. prochaine.